Il est l'heure du journal sur la télévision première. En voici les principales articulations. Le Togo est un formidable gisement d'investissement et d'opportunités d'affaires en marche pour l'émergence à l'horizon 2030. C'est ce qu'a affirmé le Premier ministre Komi Selam Klassou à la délégation de l'Agence américaine de promotion des investissements privés à l'étranger. Délégation qui est en visite dans notre pays pour renforcer leur coopération et ceci pour l'essor des entreprises privées et togolaises. Et puis, le Togo renforce son arsenal pour lutter contre la faim. Une stratégie nationale vient d'être lancée à cet effet à Lomé pour permettre l'autosuffisance alimentaire et donc venir à bout de la faim d'ici à 2030. Voilà pour les titres, madame, monsieur, bonsoir. D'abord, le premier conseil des ministres de cette année 2018 s'est réuni ce mercredi au palais de la présidence de la République sous la conduite du chef de l'État Faure Esozimna Gnassingbé. L'essentiel de ce conseil avec le ministre en charge de la communication, Guy Madjé Lorenzo. Conseil des ministres du mercredi 10 janvier 2018. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 10 janvier 2018 au palais de la présidence de la République sous la présidence de son Excellence M. Faure Esozimna Gnassingbé, président de la République. Avant le début des travaux de ce premier Conseil des ministres de l'année 2018, le Premier ministre, chef du gouvernement, a présenté avec déférence au nom du gouvernement et en son nom propre les vœux au chef de l'État, son Excellence M. Faure Esozimna Gnassingbé, également président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Le Premier ministre a salué le ferme engagement du président de la République qui a toujours œuvré inlassablement pour la consolidation de la paix, la sécurité et pour l'ancrage des valeurs de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays. Il a également salué la vision de positionnement stratégique du chef de l'État pour le Togo à l'horizon 2022, vision qui se traduit dans les faits par les réformes courageuses engagées depuis plusieurs années et ce, dans les domaines politiques, économiques, sociaux, diplomatiques. Vision qui forge et explique l'adhésion massive du peuple souverain qui lui a accordé son suffrage. Poursuivant ses vœux, le Premier ministre a exprimé l'admiration du gouvernement pour le courage politique, la lucidité et la sérénité avec lesquelles le président de la République, qui s'est résolument inscrit dans l'action et la responsabilité, conduit notre pays depuis toujours et particulièrement durant cette période de mouvements sociopolitiques. Enfin, le chef du gouvernement a rappelé la légitimité du président de la République, légitimité tirée des élections libres, démocratiques et transparentes, ayant permis au peuple souverain de choisir celui qui est le plus en phase avec lui et non des vendeurs d'illusions. Avant de clore les vœux, le Premier ministre a tenu à rassurer le président de la République que le gouvernement redoublera d'ardeur dans la discipline, la cohésion, le dévouement total et la culture de la gestion axée sur les résultats afin de répondre mieux aux attentes de nos populations. Prenons à son tour la parole. Le président de la République a remercié le Premier ministre et l'ensemble des membres du gouvernement et leur a formulé ses vœux les meilleurs de santé, de prospérité ainsi qu'à leurs familles respectives. Le chef de l'État a demandé à chacun de redoubler d'efforts dans l'accomplissement de sa mission, d'être encore plus disponible, d'avoir le souci permanent de l'atteinte des résultats pour le bien-être des populations, de cultiver la proximité du terrain et de faire de la pédagogie pour expliquer à nos populations les actions du gouvernement. Pour terminer, le président de la République a demandé aux membres du gouvernement de travailler en synergie et en totale cohésion. Afin de donner plus de crédibilité à l'action gouvernementale, un arrêté portant charte de bonne conduite des membres du gouvernement a été remis à chaque ministre. Le président de la République et le Premier ministre ont invité les membres du gouvernement à se l'approprier et à s'en imprégner dans leurs actions au quotidien. Le Conseil a ensuite adopté 3 décrets et procédé à des nominations. Au titre des décrets, le premier décret adopté par le Conseil porte organisation et fonctionnement du Fonds national pour le développement du sport, FONADES. Dans le cadre des réformes engagées par le gouvernement, le ministre chargé des Sports a fait approuver la politique nationale des sports par le décret numéro 2011-040 du 16 mars 2011 et adopté la loi numéro 2011-017 du 16 juin 2011 portant charte des activités physiques et sportives. L'objectif visé par ces textes est de contribuer au développement social et économique de notre pays
par la promotion de la pratique sportive à travers la mise en place d'un mécanisme de mobilisation des ressources nécessaires pour le développement du sport, conformément aux dispositions de l'article 58 de la dite loi. Bras financier de l'État pour mobiliser les ressources en faveur de la promotion du sport et doté d'autonomie de gestion, le FONADES a pour mission de mobiliser, de gérer le financement des activités physiques et sportives et de soutenir matériellement et financièrement la pratique des sports au Togo. Le deuxième décret, adopté par le Conseil, porte réglementation de l'importation des véhicules automobiles d'occasion au Togo. L'importation incontrôlée de véhicules d'occasion hors normes et leurs utilisations portent préjudice à la sécurité routière, enjeu majeur de santé publique et de protection des personnes, puis engendre la dégradation précoce des infrastructures routières ainsi que des coûts énormes pour l'entretien routier. Par ailleurs, sur le plan environnemental, ces véhicules d'occasion engendrent des nuisances considérables et émettent des substances polluantes, exposant ainsi les populations à des risques de maladies respiratoires aiguës. Le présent décret permettra de limiter à l'avenir l'âge des véhicules d'occasion importés au Togo. En adoptant ce décret, le Conseil entend assainir le parc automobile togolais et surtout sauvegarder la vie des citoyens victimes de l'insécurité routière liée entre autres à l'état délabré de ces véhicules d'occasion hors normes. Le troisième décret adopté par le Conseil des ministres fixe le nombre des commissions électorales locales indépendantes, CELI, et leurs ressorts territoriaux. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, dont les membres sont entrés en fonction depuis le 20 octobre 2017, a entamé ses activités pour la préparation des différents scrutins prévus en 2018. La CENI a prévu d'entamer dès ce mois de janvier la révision des listes électorales. La première étape dans le cadre de cette opération de révision consiste à la mise en place des commissions électorales locales indépendantes, CELI. Le nombre de ces commissions ainsi que leurs ressorts territoriaux sont fixés par décret en Conseil des ministres, conformément aux dispositions de l'article 27 de la loi portant code électoral. Ainsi, le présent décret prévoit 38 commissions électorales locales indépendantes, de même que leurs ressorts territoriaux. Au titre des nominations, au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le Conseil a procédé à la nomination du secrétaire général de l'Université de Lomé. Au ministère de l'Administration territoriale et des collectivités locales, le Conseil a procédé à la nomination des préfets des préfectures de Dangpeng et de Penjal-Ouest. Au ministère de la Planification du Développement, le Conseil a procédé à la nomination du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques. Au ministère de l'Économie et des Finances, dans le cadre de la réorganisation de ce ministère, amorcée par le décret numéro 2017-112/PR du 29 septembre 2017, portant attribution, réorganisation et fonctionnement du dit ministère, le Conseil a procédé aux nominations du secrétaire général du ministère, du directeur général du budget et des finances, du directeur général du trésor et de la comptabilité et du directeur général des études et des analyses économiques. Fait à Lomé, le 10 janvier 2018, le Conseil des ministres. Et je vous donne lecture de ces décrets de nomination. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances, le président de la République, le Conseil des ministres a entendu décrète. Monsieur Patoki Badanam, économiste à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, est nommé secrétaire général du ministère de l'Économie et des Finances. Le président de la République, le Conseil des ministres a entendu décrète. Monsieur Amaouda Kodjo Wolagnon, inspecteur central du Trésor, est nommé directeur général du budget et des finances. Le président de la République, le Conseil des ministres a entendu décrète. Monsieur Adjabo Ekpao, inspecteur central du Trésor, est nommé directeur général du Trésor et de la comptabilité publique. Le président de la République, le Conseil des ministres a entendu décrète. Madame Johnson Aheba, administrateur des finances, est nommée directeur général des études et analyses économiques.
Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution de ces décrets qui seront publiés au journal officiel de la République togolaise. Décret portant nomination du secrétaire général de l'Université de Lomé. Le président de la République et le Conseil des ministres entendu décrète. Madame Akosiwa Madje Essi Kwashi, épouse Messan Ato, maître de conférences en physiologie et biotechnologie végétale, précédemment directrice adjointe à la direction des affaires académiques et de la scolarité de l'Université de Lomé, est nommée secrétaire générale de la dite institution. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera publié au journal officiel de la République togolaise. Décret portant nomination du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques. Le président de la République, le Conseil des ministres entendu décrète. Monsieur Kwasi Kwam, statisticien démographe, administrateur civil de classe exceptionnelle, est nommé directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques INSED, en remplacement de M. Kokuyao Nguissan, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Le ministre de la Planification du Développement est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République togolaise. Décret portant nomination de préfet. Le président de la République, le Conseil des ministres entendu décrète. Sont nommés préfets de Pendjal Ouest, Monsieur Acharchao Nyanta, administrateur civil. Préfet de Dangpen, le chef d'escadron Nyaku Alonim. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République togolaise. Le gouvernement, avec à sa tête le Premier ministre Komi Lomklasu, a rencontré hier après-midi à la primature une délégation de l'Overseas Private Investment Corporation, OPIC, une agence du gouvernement américain qui collabore avec des entreprises privées. Cette délégation est venue voir dans quelle mesure l'OPIC peut accompagner l'État togolais dans sa volonté de faire du secteur privé le moteur de développement économique du pays. Des précisions avec Carmen Madje Akako. Depuis quelques années, d'importantes réformes ont été entreprises par le gouvernement togolais pour faire du secteur privé le moteur de la croissance économique. C'est ce qui justifie l'adoption en mars 2017 du décret 2017-049/PR portant création du comité de concertation entre l'État et le secteur privé en vue de renforcer le partenariat public-privé. Plusieurs partenaires techniques et financiers, dont les États-Unis, accompagnent l'État togolais dans la réalisation de cet objectif. C'est dans ce sens que cette délégation de l'Ovacy Private Investment Corporation, OPIC, s'engage à apporter son soutien au Togo à travers des investissements privés. Nous sommes ici aujourd'hui pour voir comment nous pouvons renforcer notre partenariat, notre relation avec votre pays. Le gouvernement joue ce rôle de catalyseur afin de créer les conditions pour les investisseurs privés pour participer au développement économique de votre pays. Le Togo se positionne aujourd'hui comme un hub logistique et d'affaires par excellence dans la sous-région. Et pour le Premier ministre, Komi Lomklasu, le partenariat avec l'OPIC va permettre d'améliorer tous les facteurs pouvant faciliter une intégration réussie du secteur privé, tant au plan national qu'international. Dans le cadre du partenariat avec l'OPIC, plusieurs projets peuvent être soumis pour matérialiser ce cadre de coopération. Il s'agit notamment du projet de quai minéralier pour capitaliser sur son naturel de seul port en eau profonde de l'Afrique de l'Ouest en modernisant son quai minéralier afin d'élargir son offre à destination des pays de l'Interland du continent. Ce quai minéralier permettra de renforcer la position du Togo en tant que terre de transit. D'autres projets, notamment projets d'amélioration de l'accès à l'électricité, notamment
construire une centrale thermique entre 50 et 60 MW permettant de renforcer l'offre disponible et de combler le gap en matière d'électricité disponible. Et puis, accélérer l'initiative présidentielle appelée CISO pour apporter de l'électricité aux populations éloignées du réseau classique. Ceci nécessite de développer des réseaux autonomes basés essentiellement sur l'investissement privé et sur les énergies renouvelables. Par ailleurs, le Togo souhaite bénéficier de l'initiative américaine Power Africa qui a été lancée par le président en Tanzanie par le passé. Nous passons à d'autres projets, notamment le projet de développement des agropoles. Ici, pour opérer une modernisation et une transformation profonde du secteur agricole par une injection massive de capitaux privés et une amélioration des rendements et revenus. L'agro-business est une opportunité à fort rendement pour tout investisseur car il concerne une main-d'œuvre disponible, prête à se mobiliser, surtout que les terres cultivables sont disponibles et diversifiées. En termes de projet, il s'agit aussi de la mise en place d'un fonds de capital risque pour les PME, les petites et moyennes entreprises, afin que les sociétés américaines puissent prendre des participations dans le capital des entreprises togolaises pour renforcer leur capacité et apporter des financements conséquents sous le volet de l'accès des produits togolais au marché américain. Comme vous pouvez le constater, le Togo est un formidable gisement d'investissement et d'opportunités d'affaires grâce à la vision du président de la République afin d'en faire un pays émergent à l'horizon 2030. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a au nom du président de la République apprécié cette visite qui traduit le dynamisme et l'approfondissement du partenariat économique entre les États-Unis d'Amérique et le Togo et particulièrement entre l'OPIC et l'État togolais. Le Togo bénéficie déjà d'un financement à long terme octroyé par l'Ovasi Private Investment Corporation au groupe Contour Global pour la production de l'électricité au Togo. L'OPIC a également contribué au financement des études pour la mise en place de la zone franche togolaise. Et le gouvernement togolais veut promouvoir le secteur privé, mais également lutter contre la faim. Un défi qu'il veut relever d'ici à 2030. Et pour y parvenir, plusieurs acteurs sont mis à contribution. Et ils se sont retrouvés ce matin pour le lancement de la revue stratégique Faim Zéro au Togo. Aïcha Ziebo et Nathalie Panegui pour des précisions. Recherche de solutions pour lutter contre la faim au Togo d'ici à 2030, le gouvernement togolais, avec l'appui du Programme alimentaire mondial, lance la revue stratégique Faim Zéro au Togo. Ceci conformément à l'ODD 2 qui appelle à éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable. C'est un examen qui permettra d'approfondir les réflexions sur l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition au Togo, d'analyser les progrès réalisés à travers les politiques et programmes de lutte contre la faim et de formuler une feuille de route commune. Au lieu de faire les mêmes interventions sur des cibles qui n'ont pas peut-être un même besoin, ça permet de développer des synergies d'action des partenaires et d'agir à la fois en même temps. Par exemple, ceux qui amènent les cantines, il y a d'autres qui amènent à la fois l'eau potable, d'autres acteurs qui amènent en même temps la santé des enfants, ainsi de suite. Donc ça fait une action intégrée avec des effets et impacts plus élevés. D'après les données énoncées ici par le ministère de l'Agriculture, le Togo, d'une manière générale, a amélioré la disponibilité alimentaire, notamment pour certains aliments de base tels que l'offre en produits céréaliers et en protéines animales.
Malgré les progrès enregistrés, la production alimentaire demeure déficitaire pour répondre à la demande sans cesse croissante. Et c'est le défi que veut relever la revue stratégique dont la facilitation est assurée par la vice-présidente de la délégation spéciale de la commune de Lomé. Pour nous, d'abord, c'est de faire l'état des lieux. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays, même dans les campagnes les plus reculées, comment se nourrit le Togolais, comment se nourrit la famille togolaise. Et après cette analyse-là, cette analyse stratégique, le PAM va pouvoir, par exemple, réajuster ses politiques, au même titre que d'ailleurs notre pays, le Togo. Les conclusions et recommandations de cet examen stratégique national sur la faim zéro contribueront entre autres à clarifier les rôles et apports du secteur privé, de la société civile et d'autres intervenants pour aider le Togo à atteindre l'objectif de faim zéro. L'objectif de faim zéro, surtout pour les communautés à la base. Et quand on parle de communautés à la base, on sous-entend celles qui n'ont pas pris part aux décisions, mais qui doivent participer au développement socio-économique de leur collectivité et de leur pays. Au Togo, elles sont presque devenues la cheville ouvrière dans la mise en œuvre des programmes et projets d'insertion socio-économique et sont devenues acteurs de leur propre développement, ce qui contribue sans doute à l'amélioration de leurs conditions et constitue un facteur clé dans la lutte contre la pauvreté au Togo. Un dynamisme salué d'ailleurs par le président de la République lors de son message à la nation le 3 janvier dernier. Comment les questions de développement sont alors prises en compte par les communautés à la base elles-mêmes? Les réponses dans ce dossier de Augustin Kossi. Au Togo, la lutte contre la pauvreté se concrétise à travers une politique de développement qui donne la priorité aux communautés à la base comme principal acteur de leur propre développement. Elle s'appuie sur la responsabilisation et l'autonomisation des populations en prenant en compte leurs besoins fondamentaux dans une approche participative et inclusive. L'un des leviers de cette politique est l'entrepreneuriat à la base, un entrepreneuriat social et communautaire qui allie la génération de profits à des bénéfices pour les communautés tels que l'accroissement des revenus, la création des emplois pour les jeunes et femmes qui constituent la frange la plus importante de la population. Ils sont impliqués dans la prise en charge des besoins sociaux des communautés, notamment l'éducation, la santé, l'alimentation, l'éducation des enfants, de même que la prise en charge des personnes âgées. Pour mieux capitaliser ce positionnement et les divers talents, il s'est agi pour les décideurs d'élever le niveau des entreprises sociales pour un impact durable et d'élargir au même moment la base des entreprises féminines en facilitant l'inclusion des groupes les plus vulnérables et les moins représentés. 4 axes d'intervention ont été définis à cet effet. Le renforcement de capacités des communautés à la base, notamment la valorisation des potentialités productives locales à travers la formation, l'amélioration de l'accès aux services financiers, l'amélioration des infrastructures socio-économiques de base, ainsi que la promotion des filets sociaux. La mise en place de l'Agence nationale d'appui au développement à la base, les différents programmes de développement communautaire ciblant aussi bien le monde rural qu'urbain, le Fonds national de finances inclusives constituent autant d'initiatives pour faire de l'inclusion sociale et financière une réalité au Togo. Un accent particulier est mis sur l'intégration des femmes ainsi que l'insertion socio-économique des jeunes et des artisans. La problématique de l'emploi des jeunes, la promotion de l'artisanat demeurent les priorités majeures pour permettre aux jeunes et femmes de réaliser leur potentiel pour stimuler la croissance et le développement socio-économique. Ce dynamisme, observé à en croire le chef de l'État dans son message à la nation, constitue des signaux encourageants dans la prise en charge des questions de développement par les communautés à la base. Pour le président de la République, l'aboutissement du processus de décentralisation va permettre à ces collectivités territoriales de se doter de représentants élus, ce qui favorisera l'engagement de tous au service de leur communauté à la base. Un chantier de développement qui sera poursuivi et les actions intensifiées pour lutter efficacement contre la pauvreté et la précarité.
Premier mercredi de l'entrepreneur. Ce jour, l'Agence nationale de promotion des garanties de financement des PME-PMI était une fois encore face aux chefs d'entreprise et pour la première fois donc en cette année 2018. Et pour ce mois de janvier, il était question pour eux de découvrir les principales modifications apportées au dispositif fiscal togolais par la loi de finances gestion 2018. Dédé Koussao, Ramdan Bassina. La loi de finances gestion 2018 adoptée le 20 décembre dernier apporte des modifications au dispositif fiscal togolais. Cette loi accorde une part importante au social et à l'économie de base avec pour but ultime l'amélioration des recettes, la lutte contre le chômage et la pauvreté, ce qui en même temps exige une amélioration des charges fiscales qui est un préalable nécessaire pour toute entreprise qui veut évoluer. La NPGF veut à cette séance apporter cette information aux PME-PMI. Il y a des dispositions qui ont été prises dans le Code général des impôts pour favoriser la création des entreprises et l'amélioration du climat des affaires. Ces mesures portent notamment sur l'exonération, la première année de la taxe professionnelle unique pour les petites entreprises régulièrement inscrites au centre de formalité des entreprises. L'autre mesure est également l'exonération du droit d'enregistrement et des timbres dans le cadre de la création des entreprises. Et la troisième mesure porte également sur la réduction de 3 points, donc pour passer de 5 à 2% des droits d'enregistrement des actes civils et judiciaires. Donc il était de bon ton que les opérateurs économiques soient informés. La politique fiscale 2018 veut s'accorder également sur le respect des normes harmonisées dans l'espace CEDEAO, favoriser la pleine concurrence et lutter contre l'évasion fiscale. Les mesures qui sont prises pour la facilitation de la création d'entreprises, c'est une bonne mesure. Et puis la réduction des taux d'enregistrement sur le titre foncier, c'est aussi une mesure qui favorise l'entrepreneuriat. C'est effectivement d'arrimer les dispositions du SUSCO-ADA révisées au dispositif fiscal togolais. Pour cette année 2018, la NPGF entend renouveler cette expérience de formation des entreprises et intensifier son accompagnement technique à l'endroit des opérateurs économiques. L'actualité hors du Togo, c'est le retour au calme à Bouaké après de nouveaux mouvements d'indiscipline de l'armée. La deuxième ville de la Côte d'Ivoire a encore été secouée par des tirs hier soir pour cause une querelle entre des militaires et forces de sécurité qui auraient dégénéré. La semaine dernière déjà, dans la nuit de jeudi à vendredi, un soldat avait été tué dans un règlement de compte. L'audience préliminaire du procès en appel du Congolais Jean-Pierre Bemba a commencé ce mercredi. L'ex-vice-président congolais et président du parti d'opposition MLC est de retour à la CPI après avoir été condamné pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis en République centrafricaine. Yata Aratem pour des précisions. De la juge Christine van der Wingert que s'est ouverte à La Haye le procès en appel de Jean-Pierre Bemba, ancien vice-président de la RDC, condamné en juin 2016 à 18 ans de prison pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre en Centrafrique. Un procès dont le verdict n'avait satisfait personne, ni la défense ni l'accusation, qui ont tour à tour exposé les motifs qui les ont conduits à interjeter appel de la condamnation en première instance. Pour la défense de Jean-Pierre Bemba, la Cour a confondu en première instance le concept de contrôle effectif des troupes avec le commandement général de la rébellion. Les avocats insistent sur le fait qu'être en contact ne signifie ni savoir ce qui se passe sur le terrain, ni même avoir un commandement opérationnel. Dès lors, la Chambre de première instance n'aurait pas dû parler de circonstances aggravantes puisque le président du MLC, alerté sur les crimes commis par ses troupes, aurait pris des mesures pour y mettre un terme. Le bureau de la procureure a un point de vue diamétralement opposé. Pour être une justice à valeur d'exemple, selon l'accusation, la Cour aurait dû cumuler les peines infligées pour chaque crime, soit 84 ans au total, au lieu de se contenter de le condamner à 18 ans. Ce second procès est très attendu également par les quelques 5000 victimes
et proches des victimes qui réclament réparation et attendent que la CPI statue sur les réparations individualisées. Et puis en Zambie, le gouvernement a retardé la rentrée scolaire et interdit les rassemblements publics dans tout le pays. Des dispositions prises pour tenter d'enrayer une grave épidémie de choléra qui a déjà causé 61 morts dans le pays. Tabitha Essi à Capo. Une grave épidémie de choléra frappe la Zambie depuis septembre 2017. Les autorités ont interdit tous les rassemblements publics et même instauré un couvre-feu dans les foyers de l'épidémie. À Lusaka, les marchés et les écoles sont fermés. Malgré ces mesures, la maladie continue à se propager. Selon le ministre de la Santé, 114 nouveaux cas ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures, portant le total à 2672 malades. Ma famille est affectée. Ils ne peuvent même pas aller à l'école. Je n'ai rien à faire, alors j'attends que le gouvernement y pense. Ce qui arrive à ce marché est en conformité avec la directive du gouvernement et donc le marché doit être nettoyé. Les gens dépendent de ce qu'ils vendent au quotidien. Nous travaillons dans le secteur informel. Nous n'avons pas d'autres emplois. En dehors de cela, les gens ont envie de pleurer. La capitale zambienne a été régulièrement la cible des épisodes de choléra ces dernières années. Sur ordre du président Edgar Lungu, l'armée a également été déployée dans les rues pour interdire l'activité des vendeurs de rue accusés de ne pas respecter les conditions d'hygiène minimales. En 2016, le choléra a touché 38 pays dans le monde et fait près de 100 000 morts. Retour chez nous pour évoquer les réformes entreprises par le ministère en charge des Transports qui touchent plusieurs services, dont celui de l'immatriculation et de la visite technique des engins. La société togolaise des plaques Sotopla fait sienne ces innovations pour répondre aux besoins des usagers. Mais une question reste toujours ouverte. Ces dispositions facilitent-elles la qualité des services offerts aux usagers? Sergine Raimondo et Dodo Harry sont allés aux nouvelles. Suivez. Désormais, la société togolaise des plaques Sotopla dispose du matériel de haute technologie pouvant répondre efficacement aux besoins des usagers de la route. Ce nouveau dispositif fait partie des réformes de modernisation des services de transport routier entreprises par le gouvernement il y a quelques années. De l'étude des dossiers, en passant par la fabrique des plaques, le séchage et la fixation, la Sotopla applique avec rigueur le contenu du cahier des charges fixé par les pouvoirs publics. Nous avons introduit dans nos processus de contrôle technique des machines à haute technologie, des machines de haute qualité sur le plan performance, eu égard aux injections de la Banque mondiale et aux injections de l'UEMOA. La structure de contrôle technique que nous faisons aujourd'hui au Togo est la même que ce que vous allez retrouver en Belgique, en Hollande et surtout en France, en Europe et aux États-Unis. Au niveau du contrôle de ces machines, nous pouvons parler aussi de l'étalonnage, etc. Nous avons carrément engagé un expert international en la matière. Donc partout, nous avons des machines de haute performance. Avec ces nouveaux équipements, plus de place aux numéros identiques, à la falsification des pièces ou des plaques. Aujourd'hui, il est difficile que la médiocrité triche. Ce n'est pas possible. Puisque les machines, ce sont des machines qui scannent tout. On ne pouvait pas falsifier des systèmes au niveau de processus normal, technique, de la mécanique même d'un véhicule, d'un engin roulant, et venir chez nous que cela ne soit pas décelé. Il n'y a plus de possibilité pour un contrôleur d'influencer quoi que ce soit, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la machine qui prend le processus en charge. Vous arrivez, dès que vous êtes enregistré, on appuie sur le bouton, votre numéro sort et le processus, comme votre véhicule suit ce processus jusqu'à la fin.
Une visite surprise de la Banque mondiale à la Société togolaise des plaques a permis de classer le Togo parmi les premiers pays de l'Afrique qui respectent les tests régissant le mécanisme d'immatriculation. La Sotopla joue ainsi un rôle important dans la gestion cohérente et sereine du parc automobile togolais. Et voilà, c'est sur ces bonnes nouvelles pour les usagers de la route que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Edem Soussoupo vous retrouve à 22h30 pour la dernière édition du journal. Au revoir.